Ok, on continue sur nos problématiques de test. Donc, on va faire une petite parenthèse après avoir fait les tests paramétriques sur des coefficients. On va parler un petit peu de tests d'ajustement de loi pour lesquels on va se poser des questions de est-ce que je peux légitimement penser qu'une variable, enfin un échantillon est tiré suivant une variable aléatoire dont je spécifierai la loi. Donc, par exemple, on va parler des tests pour savoir si jamais on peut supposer effectivement que la loi peut être une loi normale, alors éventuellement une loi normale avec des paramètres spécifiés, ou alors plus généralement une loi. Donc, on aura ces deux questions qui vont arriver assez rapidement. Est-ce que les XI ont une certaine loi paramétrique donnée? Okay, donc ça va être le test qu'on va essayer de résoudre. Le deuxième, c'est tout simplement, est-ce que il a une loi qui appartient à une certaine famille? Donc ça sera par exemple un test de normalité versus un test de loi normale N01. D'accord? Donc on va essayer de discuter ces deux points-là. Encore une fois, ce qu'on avait fait pour l'instant, c'était on se disait, je suppose que XI suit une certaine loi F θ, qui appartient à une certaine famille paramétrique. Donc je suppose que mes données suivent une loi normale. Quel serait le meilleur paramètre possible? Et est-ce que ce paramètre peut être égal à 0, par exemple, ou à 1, ou ce genre de choses? Okay. Donc, c'est ce qu'on avait fait quand on a fait la partie inférence, et ça rejoignait un petit peu la partie sur les tests, mais encore une fois, on n'a jamais dit que la famille était bonne. Okay. Je vous dis juste, si jamais je prends des durées de passage de bus, je peux fitter une loi normale. Okay. Mais rien ne dit que c'est pertinent. Voilà. Donc, c'est un peu ça dont on va discuter ici, le fait de dire, revenons un petit peu à des questions un peu plus profondes de distribution, et voyons ce qu'on peut en faire. Donc, le premier point, ça va être de discuter déjà juste de tests graphiques. Donc, test graphique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que contrairement à ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire on posait formellement un test et on avait une statistique de test et on prenait une décision sur la base de critères quantifiables, là, on va se contenter visuellement de voir des choses et de se dire cette hypothèse, elle est réaliste ou pas. Alors, il y a deux outils qui vont être intéressants. Ça va être ce qu'on va appeler les pp-plots et donc probability et la contrepartie un peu duale qui est le QQ-plot, donc quantile. Donc, juste pour vous dire ce que c'est que cette histoire de pp-plot. Donc, pour savoir si jamais un pp-plot associé à une distribution spécifique, donc, par exemple une loi normale N01, une loi normale 5, 3,7, une loi de Poisson de paramètre 5,2. Voilà. Donc, je me donne une loi. Donc, je donne explicitement la distribution F. Okay. Donc, je dispose d'un échantillon, approche classique en stade, j'ai N observations, et je vais les ordonner. D'accord, je vais les ordonner parce que, en gros, c'est quelque chose qui était un peu implicite dans pas mal de choses qu'on a vues jusqu'à présent. C'est que, par exemple, quand on construisait une fonction de répartition empirique, les données étaient observées. Je disais juste, en fait, on s'en fiche de savoir laquelle c'est. Mais effectivement, si je mets ça ordonné, c'est un peu plus simple. Et en fait, le point de départ, c'est de construire ce graphique dans lequel on va avoir en abscisse le point i sur n plus 1 et en ordonnée f1 de xi. Okay, donc, je vais écrire un graphique. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que les deux grandeurs sont dans l'intervalle 0,1. Donc, là, on aura une notion de probability. Donc, en x et en y, je vais avoir des valeurs qui sont dans 0,1. Et ce qu'on est en train de dire, c'est quoi? Techniquement, ici, je suis en train de regarder quelque chose qui va être régulièrement espacé. Je vais me placer sur un point qui sera le im point. Okay, donc, ici, je me mets en i sur n. Et ici, je vais tracer en ordonnée f de xi. Donc, f de la im observation. Donc, en ordonnée, ici, je vais tracer f de xi, où f, c'est ma distribution que je me donne pour construire mon pp-plot. Okay, donc, à quoi ça sert de faire ça? En fait, parce qu'on a une propriété qui est la chose suivante. C'est que si effectivement, l'hypothèse que la vraie loi sous-jacente, c'est f, alors normalement, les points sont alignés suivant la première bisectrice. Donc ça, c'est lié au fait, c'était la propriété qu'on avait un petit peu évoquée déjà quand j'ai parlé des méthodes de simulation. Ça vous dit que si x a pour fonction de répartition f, alors f de x va suivre une loi uniforme sur l'intervalle 0. Okay. Donc c'est un petit peu ça qu'on utilise en fait. Encore une fois, la version à gauche, en fait, j'obtiens une version discrétisée de cette loi uniforme sur 0,1. Donc, une loi uniforme sur 0,1, c'est mignon, mais comme on a des données, en fait, on va discrétiser cette loi uniforme sur 0,1. Donc, mon intervalle 0,1, je vais le découper de manière très régulière. Donc, on va récupérer quelque chose qui sera uniforme sur 0,1, là encore, quelque part. Okay.
sauf que j'ai des points écartés de 1 sur n plus 1 à chaque fois. Alors, je définis un sur n sur n plus 1 essentiellement parce que ça me permet d'avoir vraiment une loi qui est bien symétrique sur l'intervalle 0,1, essentiellement parce qu'elle commence en 1 sur n plus 1 et elle va finir sur n sur n plus 1, qui est finalement 1 moins 1 sur n plus 1. Okay, et donc, en fait, j'ai le même écart quelque part à gauche et à droite. Okay, il y a des moments où on pourrait voir éventuellement du 1 sur n. 1 sur n, ça me dérange un tout petit peu parce qu'on commence un tout petit peu à droite de 0. On n'atteint pas 0, on commence à 1 sur n. Et par contre, la dernière valeur, c'est n sur n. Donc, ça vaut 1. Donc, on ne tape pas sur la borne à 0, mais par contre, on va taper sur la borne en 1. Donc, je trouve ça un petit peu gênant. Au moins, l'avantage de ce n plus 1, c'est qu'on va, on va vraiment shifter l'intervalle pour être vraiment sur l'intervalle d'unité. Et donc, on est vraiment sur quelque chose qui ressemble à une loi uniforme. Et donc, j'ai bien mes données qui sont uniformes sur l'intervalle 0,1. Et en ordonnée, je trace effectivement mes f de y, mes f de x, pardon. D'accord. Donc ce ppplot permet de voir si oui ou non on est suivant une distribution f ou au contraire si jamais on ne suit pas une distribution f. Donc on peut le faire par exemple sur mes données. Par exemple, je prends ici les données de. Alors sauf erreur, je le fais sur la taille des garçons, la taille des filles. Okay, et je vais me demander, est-ce que ça suit une certaine fonction de répartition? La fonction de répartition, ce que je prends, c'est une loi normale qui a, donc j'utilise en gros l'estimateur de la méthode des moments, qui aura la même moyenne et la même variance que mes données empiriques. Okay, donc je suis juste en train de vous dire, mes données en U, ce que je mets sur l'axe des U, c'est le vecteur 1 sur n plus 1 jusqu'à n sur n plus 1. Okay, donc j'ai mon vecteur de 1 jusqu'à n divisé par 1 plus n. Et en ordonnée, qu'est-ce que je mets? Je mets tout simplement ma fonction de répartition de mes données triées. Okay, donc, c'est mes données f dxi. Et donc, c'est ce que j'obtiens ici, où effectivement, on voit qu'on a des données. Donc, c'est le graphique qu'on a à gauche. J'ai effectivement des données ici qui sont tous les 1 sur n plus 1. En de mémoire, on a 112 filles, donc ça doit être 1 sur 113. À chaque fois, on saute. Et quand je regarde ce que j'ai sur l'axe des y, alors en fait, je n'ai pas les tailles des élèves, j'ai la fonction de répartition de la loi normale pris en la valeur de la taille des élèves. Donc effectivement, je suis bien à valeur dans 0,1. Et on observe par exemple des accumulations de points. Donc ça, c'est lié au fait que les tailles sont discrétisées. Okay, donc effectivement, j'ai des accumulations de points pour certains f. Donc j'aurai exactement, comme j'ai les mêmes valeurs xi et xi plus 1, dans ces cas-là, le f prendra la même valeur. Et donc j'ai ces accumulations de points sur l'axe des y. Donc là, ça correspond à un ppplot. Donc P, parce que je suis sur un axe de probabilité ici. Donc ici, j'ai une probabilité, ici, j'ai une probabilité. Okay, donc il y a ce qu'on va appeler ici la probabilité théorique et ce qu'on va appeler ici la probabilité empirique. Okay, donc on a vraiment la loi uniforme sur l'axe des x et en ordonnée, on a tout simplement la fonction de répartition pris en chacun des observations. Donc c'est la version empirique. Okay, donc à gauche, je pense que j'ai les filles et à droite, je pense que j'ai les garçons. Okay. Et donc, on a l'impression effectivement que notre loi normale n'est pas complètement stupide. Alors, je ne suis pas rigoureusement sur la première diagonale, sur la droite, y égale x, mais on voit qu'on n'est pas trop éloigné. Okay, donc, c'est ça que ça veut dire le ppplot. Le ppplot nous permet de récupérer ce graphique-là. Et en fait, effectivement, l'idée, c'est quoi? C'est de dire, si jamais la fonction de répartition est la bonne, je suis juste en train de dire, il faut que f de x soit égal à ce f, à ce f étoile, quelque part. Okay, donc, je me donne cette fonction f que je vais spécifier. F, c'est la vraie fonction, je ne connais pas. Je vais l'approcher par sa fonction de répartition empirique. Donc, en gros, on se demande, est-ce que c'est vrai que la fonction de répartition empirique en x, elle est à peu près égale à... alors, je vais revenir sur mon f tel que je le note auparavant. Est-ce que la fonction de répartition empirique, elle est à peu près égale à f de x pour tout x? Okay, c'est ça la question qu'on est en train de se poser, en fait. Encore une fois, on revient sur une statistique dont qu'on connaît bien, et on se demande est-ce que ça correspond à peu près à la fonction de répartition x. Alors, on verra apparaître la distance entre ces deux choses-là un petit peu plus tard quand je ferai Kolmogorov sur 9, mais pour le moment, on peut se demander est-ce que ces deux choses-là sont proches. Et en fait, ce qu'on va se dire, c'est que ces deux choses-là, si jamais elles sont proches pour tout x, elles devraient être proches pour mes statistiques d'ordre, et donc pour chacun des observations xi. Et donc, on devrait avoir effectivement que f chapeau de xi devrait être à peu près égal à f de xi pour tout i. Okay, donc, au lieu de définir pour tout x,
ce qui n'a pas forcément de sens, je le définis pour tout i, donc pour chacune des observations. Et donc, il y a au moins n points où je demande à avoir les deux fonctions qui soient à peu près égales. L'avantage de cette grandeur-là, alors, ce n'est pas exactement ce que moi j'avais défini, c'est du i sur n, mais on va admettre que c'est à peu près comme du i sur n plus 1. Et donc, effectivement, si jamais la fonction de répartition, c'est effectivement f, ben dans ces cas-là, c'est point i sur n et f des xi, ben ça suit à peu près, ça devrait être aligné suivant la droite. Donc, en théorie, ça devrait être aligné exactement sur la droite. Alors ici, on a un petit problème de doublon, d'accord, qui fait qu'effectivement, on n'a pas vraiment on a ce cumul qui donne l'impression qu'on n'est pas rigoureusement égal, mais en tout cas, on n'en est pas très loin. Donc, je n'ai pas de méthode pour officiellement dire on accepte ou on rejette l'hypothèse, mais en tout cas, visuellement, on peut avoir l'impression qu'effectivement, cette hypothèse de normalité n'est pas complètement stupide. Alors, ce n'est pas celui-là qui est utilisé dans la pratique, en tout cas, pas explicitement. La version duale est un peu plus intéressante, c'est ce QQ-plot. L'idée du QQ-plot est de dire, en fait, au lieu de travailler en probabilité, on va travailler en quantile. Donc, au lieu de se dire, je vais me demander si f, chapeau, est à peu près égal à f, pour tout x, on va se demander, est-ce que la fonction quantile, elle est à peu près égale à l'autre fonction quantile. Voilà. Donc, c'est plutôt un test sur cette grandeur-là qu'on va essayer de faire. Et on va faire exactement la même chose, c'est de se dire, bah, ça devrait être vrai pour tout u. Donc, au lieu de se dire pour tout u qui appartient à l'intervalle 0,1, on doit avoir que la fonction quantile empirique doit être proche de f-1 de u. Okay, ben, je vais le définir pour un certain nombre de points, pour n points. Je vais prendre des u qui sont en fait des i sur n plus 1. Donc, je vais prendre u qui vaut un truc de la forme i sur n plus 1, ou i sur n, enfin peu importe la manière dont on le définit, mais c'est vraiment un détail. Le terme de droite, ben, ça correspond à la première composante de ce que je vais appeler mon QQ-plot. Donc, j'ai ce f-1 de i sur n plus 1. Et en ordonnée, je dois récupérer l'autre composante qui est le quantile empirique. Ben, quantile empirique de niveau i sur n plus 1, c'est tout simplement la im observation. Okay, et donc, cette grandeur-là, cette chose-là va correspondre à ce qu'on appelle un QQ-plot associé à la fonction de répartition grand F. Voilà. Et donc, on a la même propriété qu'auparavant, c'est-à-dire si jamais effectivement les points, enfin plutôt la distribution est effectivement la vraie distribution F, alors normalement ces points-là devraient être alignés suivant la première bisectrice Y égale X. Okay, donc on peut, alors, malheureusement je ne le fais pas ici. L'intérêt c'est que on peut le faire on peut le faire en fait sur un échantillon gaussien. Et donc on a la chose suivante. Alors je ne suis pas obligé de mettre la fonction de répartition F qui serait la vraie distribution avec une moyenne et une variance spécifiée. En fait, il s'avère que dans le cas gaussien, on a quelque chose d'un petit peu magique. C'est que je peux me contenter de ce qu'on appelle le QQ-plot gaussien. Le QQ-plot gaussien consiste à dire, en fait, je m'en fiche de savoir quelles sont les moyennes et les variances. En fait, on peut le faire pour une loi centrée réduite. Donc, en fait, je peux tracer ce graphique-là avec la fonction de répartition phi-1. Et donc, si jamais vous tracez ce graphe-là, il s'avère que si les xi suivent une loi normale mu sigma 2, alors dans ces cas-là, les points seront alignés sur une droite. Et la constante et la pente associées vont nous donner en fait les paramètres de moyenne et de variance, ou plutôt des quartiers, associés à notre loi. Donc en fait, si jamais on veut faire un test de modèle gaussien, et c'est ce qu'on essaye de faire, parce que fondamentalement, on se demande est-ce que c'est possible que xi, plutôt que x, suive une loi normale avec un certain mu et un certain sigma 2, donc que je n'ai pas besoin de spécifier. Okay, si jamais je veux vraiment faire ce test de normalité, dans ces cas-là, il suffit de représenter ce nuage de points, donc qui est le nuage pour lequel je vais prendre en fait les fonctions quantiles de ma loi normale centrée réduite au point i sur n plus 1, et en ordonnée les observations xi qui sont ordonnées. Dans ces cas-là, si cette hypothèse est vérifiée, alors les points vont être alignés. Okay, donc on peut le faire. Donc là, cette fois-ci, on est vraiment sur du quantile-quantile. Alors, donc on est plus sur des niveaux de probabilité, on est sur des niveaux de quantile. Donc ici, je suis sur des niveaux associés à une loi normale N01. Okay, donc ici, c'est des valeurs raisonnablement prises par une loi N01, c'est-à-dire en gros des valeurs entre peut-être moins 2,5 et 2,5. Et ici, je suis au contraire dans l'espace de mes variables sous-jacentes, c'est-à-dire ici des tailles en centimètres. Donc on est sur des niveaux de quantile. Donc on est sur un QQ-plot, graphe quantile-quantile. Dans un cas, on était sur des quantiles associés à une loi normale centrée réduite. Dans l'autre cas, on est sur les quantiles associés à la taille de mes individus. Et donc, on est dans le même espace que l'espace de la variable sous-jacente x. Donc, si jamais je regarde ce que j'ai tracé,
Donc, j'ai défini mes niveaux en abscisse. Okay, donc, je définis mes valeurs en U qui sont de la même manière qu'auparavant. Les U, ça correspond à des 1 sur n plus 1, n sur n plus 1. Okay, donc, c'est en gros les valeurs auxquelles je vais calculer mes différents points. Le graphe quantile nous dit d'abord, on va regarder phi moins 1 des i sur n plus 1. Donc, ça correspond aux valeurs qui vont se trouver ici. Donc, ces grandeurs-là correspondent en fait aux valeurs prises par phi moins 1 de ma loi uniforme, en fait, par phi moins 1 de ces choses-là. Okay. Donc, effectivement, je vais récupérer ici, le premier, ça va être le quantile de niveau 1 sur 113, puis le quantile de niveau 1 sur 2 sur 113, 3 sur 113, et puis on va monter jusqu'à 112 sur 113. Okay. Donc, c'est la première composante. Et en ordonnée, je me contente de mettre mes quantiles. Mais mes quantiles, on avait dit, en fait, c'est mes quantiles empiriques, c'est les phi chapeau moins 1 des i sur n plus 1. Alors, on va oublier, il y a un moment, le n plus 1, et ça va correspondre à ma ième observation. OK. Donc, on va récupérer en ordonnée les observations qu'on avait eues. Donc, on retrouve notre cumul de points par moment. Okay, mais ça, ce n'est pas très, très grave. Ce qu'on est en train de voir, c'est qu'effectivement, les points sont alignés suivant une droite. Okay. Et en fait, cette droite, on peut montrer effectivement que sa pente, c'est l'écart type, et sa constante, ça correspond à la moyenne. Donc, en fait, on est juste en train de dire, la droite qui se trouve ici, c'est une droite de la forme y égale x bar plus s fois x, okay, où x bar, c'est la moyenne observée sur mes données, et s, c'est l'écart type observé sur mes données. Okay, donc, on a effectivement des points qui sont à peu près alignés suivant la première sectrice. Alors, on voit qu'on a des points qui s'éloignent un tout petit peu. Alors, on ne sait pas si jamais c'est du bruit, si jamais c'est un effet purement statistique, ou si jamais, effectivement, on a trop de personnes. Il y a des personnes trop petites. Okay, c'est un peu ça que ça raconte. Ce que ça nous dit, c'est si jamais, effectivement, on était sur des observations normales, voilà à peu près où on s'attendra à se trouver. C'est-à-dire que la personne la plus petite parmi nos 112 individus devrait faire à peu près 1,52 m. Ça veut dire qu'elle fait 1,48 m. Okay. Manifestement, on a quelques observations qui sont un peu trop petites, compte tenu des données pour avoir une distribution normale. Et voilà, c'est peut-être juste du bruit. Pour les hommes, c'est un peu la même chose, mais sauf qu'on a un petit point aberrant ici, c'est qu'il y a manifestement quelqu'un qui est trop grand. Okay. Et voilà, c'est juste ça qu'on essaie de tracer. Donc ça s'appelle un QQ-plot. Et le QQ-plot est un outil pour voir, en fait, est-ce que ma loi que j'ai choisie, elle marche. Okay, alors, ça marche pour une loi qui est continue. Okay. Et ça permet de voir effectivement assez facilement est-ce que la loi qu'on a proposée a du sens. Et pour savoir si jamais on est bon ou pas, c'est facile, il suffit de tracer, en fait, de simuler des données. Okay. Comme je suis en train de me demander si jamais ça suit, par exemple, une loi normale, corréle pour loi, x bar et s à la 2, pourquoi pas générer des données de ce type-là. Donc, je vais créer ces échantillons. Donc, je simule des variables gaussiennes de même taille. Donc, j'en prends n, x bar et s. Et je simule, donc je crée un échantillon XS. Et ensuite, je crée mon QQ-plot associé. Donc, ça me donne ces courbes rouges. Et ce qu'on voit, c'est que manifestement, si jamais j'avais effectivement des lois normales avec cette moyenne et cette variance, effectivement, on voit que, alors, ce n'est pas flagrant, mais on a l'impression qu'effectivement, au centre, on est relativement proche de cette valeur-là. On a une espèce de tube de confiance qui est relativement resserré autour de la première bisectrice. Et on a un peu de variabilité sur les bords. Ce qu'on pouvait intuiter, en fait. Okay, c'est possible que j'ai une valeur un tout petit peu aberrante au bord, mais ce n'est pas forcément très gênant. D'accord ? Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, c'est des choses, effectivement, qui sont admissibles. Parce que sur mes simulations, en fait, je retombe sur des valeurs qui ne sont pas trop éloignées de celles que j'ai obtenues empiriquement. OK ? Donc ça, c'est un test d'ajustement de loi qui, en fait, et c'est la magie de la loi normale, en fait. La loi normale, c'est cette loi qui vérifie la propriété suivante, qui est que si jamais x suit une loi normale mu sigma 2, alors z qui est égal à x moins mu sur sigma va suivre une loi n01. Et donc, à une transformation affine près, en fait, je peux toujours passer d'une loi gaussienne avec une certaine moyenne et une certaine variance à une loi n01. Donc, en fait, le QQ-plot gaussien, avec une loi qui est de fonction de répartition grand phi, ça a parfaitement du sens. Okay, on garde cette idée que si jamais les points sont effectivement, si jamais la loi est effectivement la bonne, si jamais la loi est effectivement une loi normale, dans ces cas-là, les points
du QQplot doivent être alignés suivant une droite. Ça, c'est une propriété qu'on aura sur le QQplot. Ça ne marche pas sur le ppplot. Mais sur le QQplot, on a quelque chose d'assez magique et d'assez joli. Alors, formellement, ça s'appelle aussi dans certains livres la droite de Henry. Alors, je ne sais plus trop si jamais c'est un Y ou un I, on va dire avec un Y. Voilà, qui était une méthode assez classique pour voir si effectivement nos données étaient gaussiennes ou pas. Alors ça, j'en ai parlé un tout petit peu. La loi normale, c'est une loi classique pour les erreurs. Donc, quand on faisait un modèle, on récupérait les erreurs et c'était assez classique de regarder le QQplot associé à nos erreurs. En tout cas, sous R, quand on fait un modèle de régression, par exemple, ça arrive assez rapidement. Ça fait partie des graphiques de diagnostic assez classiques sur l'ajustement de loi. Donc, c'est un test purement graphique. Okay, ça ne vous dit pas oui, c'est gaussien, non, c'est pas gaussien. On voit que c'est un peu plus compliqué que ça, mais en tout cas, visuellement, on peut avoir une idée de la loi que ça suit. Alors, il existe un test précis. Dans le cas où on est sur des variables continues, c'est le test de Kolmogorov-Smirnov. Donc, le test de Kolmogorov-Smirnov permet, dans le cas où la fonction d'impartition est continue, de faire un test pour savoir si oui ou non, on peut accepter l'hypothèse que x a une certaine fonction d'impartition grand F. Okay, donc, ce n'est pas un test de normalité, c'est un test de est-ce que ça suit une fonction de répartition que je me donne précisément. Et l'idée, elle est assez proche de ce qu'on avait évoqué tantôt, c'est de dire, si jamais cette hypothèse est vraie, ça veut dire que pour tout x, f de x doit être à peu près égal à f de x. Donc la fonction de répartition de x, la version empirique, doit être à peu près égale à la version, à la distribution qu'on pense avoir, en tout cas qu'on essaie de tester. Okay. Si H0 est vrai, on devrait avoir cette égalité. Et donc, on dit comme on est sur un problème statistique, ce n'est pas exactement égal, mais on peut avoir un peu de variabilité. Et en fait, c'est ça qu'on va essayer de quantifier. Donc, on a besoin de mettre une distance entre ces deux fonctions. Mais il s'avère qu'il y a une distance qui existe, qui est relativement naturelle, c'est ce qu'on appelle la norme sup, c'est-à-dire le maximum de l'écart en valeur absolue entre la fonction de répartition et f. Okay, donc, vous aviez votre fonction de répartition f chapeau, qui encore une fois est une fonction en escalier. J'ai une fonction de répartition que je me donne, f. Et comment est-ce que je fais pour mesurer, pour voir si jamais elles sont proches ou pas? Je veux dire qu'elles sont proches à partir du moment où l'écart maximal entre les deux est suffisamment petit. Okay, et il s'avère, et c'est l'intérêt des travaux de Kolmogorov et Smirnov sur ce sujet, qu'en fait, si jamais je regarde cette grandeur-là, ça peut être une statistique de test relativement simple, parce qu'en fait, cette statistique, je connais sa distribution si H0 est vrai. Okay, alors, je la connais, en fait, elle a été calculée par Kolmogorov et Smirnov, donc je ne vais pas rentrer dans les détails sur ce qu'elle vaut, mais en fait, sachez qu'elle est connue. Et en tout cas, elle est tabulée et on a des valeurs. Donc, en fait, dans ces cas-là, je peux construire un test. Si jamais ma distance est trop grande, au sens où je vais aller chercher la fonction de répartition de ma loi de Kolmogorov-Smirnov, alors ce n'est pas la loi du test, c'est la fonction de répartition de la loi de Kolmogorov-Smirnov. OK. Si jamais je suis trop grand en termes de quantile, donc encore une fois, je suis sur une variable qui est positive. Okay, si jamais je suis trop grand, dans ces cas-là, je vais rejeter mon hypothèse H0. Donc, on est vraiment sur une lecture classique de la stat, qui est de dire, je vais introduire une statistique dont je connais la loi sous H0. Il s'avère que les statisticiens connaissent la loi de ce sup entre la fonction de répartition empirique et la fonction de répartition que l'on cherche à tester, si jamais la vraie distribution est effectivement F. Et dans ces cas-là, on peut mettre en place un test. Donc, on a quelque chose qui marche relativement bien. Alors, il y a peut-être un tout petit point, et c'est pour ça que j'ai mis ce petit encadré en rouge. En fait, cette chose-là n'est pas si compliquée que ça à calculer. Ça peut paraître un petit peu exotique, parce qu'en fait, on pourrait se dire, oui, mais comment je fais pour trouver le sup de ces deux fonctions? Il s'avère que quand on a un échantillon qui est fini, en fait, ce sup, c'est un max. Alors, ça veut dire quoi un max? Ça veut dire qu'en fait, c'est quelque chose de dénombrable. Donc, ça veut dire qu'un ordinateur peut le faire assez facilement. Okay, donc, je peux parcourir, en gros, j'ai juste n valeurs à parcourir. Et ce que je suis juste en train de dire, c'est que je vais regarder la différence entre f pris en la valeur, la ième observation, et i-1 sur n, et cette grandeur-là pris et la valeur en i sur n. Alors, de mémoire, j'ai un dessin après. Voilà. Si jamais j'essaie de regarder ce que vaut ma fonction d'impartition c'est la courbe bleue. Okay, donc ça, on en avait déjà un petit peu parlé. Donc la fonction en escalier, ici, c'est mon f chapeau, okay, qui va faire des sauts à chaque fois de 1 sur n, okay, dès qu'on croise une observation. Donc ici, ça vaut 0 à gauche. Si d'un coup, je rencontre mon observation 4, je fais un saut de 1 sur n. Dès que je rencontre l'observation 1, je fais un saut de 1 sur n.
Okay, donc ça, c'est ma fonction de répartition. Et c'est cette fonction-là. Donc, je la remets pour ceux qui avaient dormi pendant les premiers exposés. Mais c'est je compte combien d'observations sont plus petites ou égales à petit x. Voilà. Donc, je me place à un certain endroit, petit x. Je regarde la proportion d'observations qui sont plus petites. Ici, j'en ai 4 sur 6. Donc, ici, on devrait être en 2 tiers. OK. Donc, ça me donne la valeur de ma fonction de répartition. Ici, elle est constante entre deux observations. Blablabla. Donc, ça, on a déjà fait. OK. Maintenant, j'ai ma fonction de répartition théorique qui est ma distribution f. Donc, c'est cette belle courbe noire que j'ai tracée derrière en arrière-plan. C'est cette courbe qui apparaît là. Et la question qu'on se pose, c'est quoi l'écart maximal qu'on va observer entre ma fonction de répartition f et ma fonction de répartition empirique f chapeau. Alors, il s'avère qu'en fait, cette distance maximale, compte tenu du fait que j'ai f qui est une fonction croissante, je dois forcément l'obtenir à un point où j'ai obtenu un saut. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, j'ai mon écart qui semble augmenter, augmenter, augmenter. À partir du moment où je rencontre ma observation x2, tout d'un coup, ma différence va sauter. Et donc, tout d'un coup, je me rapproche de ma courbe. Okay, donc, en fait, ce qu'il faut, c'est juste calculer tous les écarts qui vont se trouver là. Alors, pardon, je devrais le faire tranquillement. Je vais aller voir l'écart juste avant. Hop, donc, je vais aller voir tous ces écarts-là. Et ensuite, je vais aller voir les écarts juste après. Donc, je vais aller voir les écarts juste là. OK. Pardon, c'était celui-là. Et ce petit-là. D'accord? Donc, je vais aller voir comme ça tous les petits écarts. Donc, c'est vraiment ce que je suis en train de faire ici. Quand je regarde, je me place en un point I. Donc, supposons que je me place pour un point I qui se trouve ici. Okay. Je vais aller regarder deux quantités. La première, c'est la valeur juste avant. Donc, je vais avoir cette grandeur-là. Donc, techniquement, cette chose-là, c'est tout simplement f de xi moins la valeur sur laquelle on se trouvait en bleu. Okay, donc, c'est la différence entre ça et ça. D'accord? Donc, ça, c'est la première manière de le calculer. Je me place juste sur les valeurs avant le saut, ou alors je me place sur les valeurs qui sont juste après le saut. Et dans ces cas-là, je vais récupérer ces grandeurs-là, qui sont en fait tout simplement les f. Pardon, c'est dans l'autre sens. Enfin, peu importe. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû mettre des valeurs absolues. Ici, je récupère du f de xi moins i sur n, puisqu'en fait, je suis passé de mon observation i-1 à l'observation i. Donc, j'ai un saut comme ça pour atteindre i sur n. Okay, donc, en fait, tout ça pour vous dire que cette valeur-là, en fait, je peux la calculer assez facilement. Ce n'est pas un problème d'optimisation. J'ai juste besoin de calculer deux n valeurs et je prends la plus grande et puis c'est fini. Okay, donc, j'ai juste deux n valeurs à calculer et on les a très facilement. Et dans ces cas-là, je peux récupérer facilement ma distance. Okay, donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails et le calcul à la main. Sachez que ça se fait avec la fonction ks-test, okay, qui est disponible sous R. Donc, ks pour Kolmogorov-Smirnov. Donc, en l'occurrence, je veux regarder est-ce que ça suit une loi normale qui est centrée sur 165,5. Donc, x de mémoire, c'est la taille des filles. Okay, donc, j'avais ma fonction de répartition qui était une fonction de l'escalier. Et j'ai envie de regarder est-ce que cette fonction de répartition, elle est loin ou pas de ma loi normale 165, 5 au carré. D'accord? Donc, en fait, la statistique de test, elle est donnée ici. Donc, ça nous dit qu'effectivement, l'écart maximal qui existe entre ces deux fonctions, c'est d'à peu près 0,08. Et c'est en fait tout à fait raisonnable d'obtenir ça quand on a, en gros, une centaine d'observations, puisqu'on nous dit que la p-value, elle est à 0,44. Okay, donc, l'hypothèse alternative étant qu'on est en two-sided, c'est-à-dire le test qu'on fait, c'est H0. Ma vraie fonction de répartition, c'est effectivement f. Okay, alors, je suis désolé, je note f pour les deux, mais peu importe. Il y a la vraie distribution, puis la distribution que je veux tenter, mais on pourrait dire f0, voilà, c'est peut-être plus simple. Et l'hypothèse H1, c'est que f n'est pas égal à f0. Alors, pas égal à f0, ça veut juste dire qu'il y a un point pour lequel je m'éloigne un tout petit peu. Alors, en fait, comme on a des fonctions, en particulier la fonction f qui est relativement régulière, en tout cas, si jamais j'ai une variable continue, dans ces cas-là, c'est parfaitement continu, donc parfaitement régulier. Okay, donc, ce n'est pas possible d'avoir un saut complètement délirant. Okay, le saut sur la fonction de répartition empirique, je le contrôle, okay, mais le saut sur f, il est relativement négligeable. D'accord, donc, encore une fois, je n'ai jamais donné la loi explicitement. D'accord, je vous ai dit qu'on la connaissait. Je dis qu'on ne la connaît pas vraiment. En tout cas, je ne vous la donne pas. Et en tout cas, la p-value suffit. Je n'ai pas besoin d'aller chercher des statistiques de test. Donc, en fait, d'aller chercher des quantiles.
En fait, ici, on raisonne de manière assez stupide. J'ai une p-value qui est à 44%, donc je ne rejette pas H0. Donc, c'est tout à fait possible, effectivement, que la taille des filles soit centrée sur une loi normale, centrée sur 1,65 m et des quarts types à 5 au carré. Alors, cette chose-là, ce n'est pas exactement la même chose que ce qu'on avait fait auparavant. C'était est-ce que ça suit la loi normale de moyenne, la moyenne empirique et la variance empirique. Essentiellement parce que même si la statistique de test, elle ne sera pas forcément très très loin de ce qu'on avait fait, parce qu'en fait, comment j'ai choisi mes valeurs ici, j'ai choisi des valeurs qui étaient assez proches en fait, des valeurs que j'avais observées dans mes données. Okay. Si jamais je veux formellement tester cette question-là, dans ces cas-là, il faut adapter un petit peu la statistique de test, c'est ce qu'on appelle les tests Liliford, et ça peut se tester, donc c'est ce qui est proposé ici. Donc, je vais juste vous faire une petite discussion avec ça. Donc, je peux faire mon test de Kolmogorov-Smirnov pour tester est-ce que c'est cette moyenne et est-ce que c'est l'égard type de mes données. Donc, je fais formellement ce test-là. Il s'avère que la p-value ici, la statistique de test, elle vaut 0,07. La p-value, elle est à 62%, ce qui paraît incroyablement optimiste en fait. C'est que si jamais on voulait proprement tenir compte du fait que j'ai adapté ma distribution gaussienne pour tenir compte de mes données, je triche un tout petit peu. Et en fait, c'est le test qu'avait proposé Liliford. Donc, Liliford, c'est un statisticien qui avait proposé cette adaptation du test de Kolmogorov-Smirnov. Donc, si jamais je veux tester, non pas une loi normale de moyenne et de variance donnée, mais une loi normale de moyenne, la moyenne empirique, et de variance, la variance empirique, il faut que je corrige ma p-value. Donc, on voit qu'on passe de 62% à 18%. Okay, je continue à accepter l'hypothèse de normalité, mais ce n'est pas exactement les mêmes p-values. D'accord. Donc, c'est ce qu'on appelle cette fois-ci plutôt un test de normalité. Je ne cherche pas est-ce que ça suit une loi normale de paramètres donnés. C'est est-ce que je suis une loi normale dont la moyenne serait finalement la moyenne empirique et la variance empirique. OK. Donc, c'est ça qui est classiquement fait quand on fait des tests d'ajustement de loi. Pour information, il y a d'autres tests qui existent. Ce que je voulais juste vous montrer, c'est qu'en fait, l'utilisation pratique des tests, ce n'est pas si compliqué que ça. En fait, la seule chose qu'il faut comprendre, c'est ce que c'est que l'hypothèse H0. Il s'avère que pour tous les tests d'ajustement de loi, c'est en gros, est-ce que X il suit une certaine loi? Ici, je suis dans la famille des tests qui sont dans NORTEST. NORTEST, en fait, c'est un package de tests de normalité. D'accord. Donc, en fait, l'hypothèse qu'on fait toujours, c'est que X suit une loi normale. L'hypothèse H0, c'est X suit une loi normale. L'hypothèse alternative, ce sera toujours non, ça ne suit pas une loi normale. OK. Donc, comment est-ce que je fais mon test? En fait, quelque part, la seule chose qu'il faut comprendre, c'est des histoires de p-value, simplement parce que je donne mon échantillon. Donc, par exemple, c'est ce qu'on appelle le test d'Anderson-Darling. Je vais voir ma p-value. Ma p-value, elle dépasse 5%. Et dans ces cas-là, on aura envie de dire on rejette H0. Pardon, on accepte H0. On ne rejette pas H0. On va accepter le terme accepter. On accepte H0. Le seul truc, c'est quoi H0? Okay, quand on fait un test, il y a besoin de spécifier ce que c'est que notre hypothèse de base. C'est écrit ici, c'est qu'on suppose la normalité. Okay. Donc ici, cette p-value me permet de dire l'hypothèse de normalité, elle est valide. Je peux faire un autre test. Shapiro-Francia, c'est la même chose. Je regarde la p-value, elle est à 42%. C'est plus grand que 5%, donc j'accepte H0. Okay, donc en fait, à partir du moment où vous avez compris la logique des tests, ce que je suis en train de vous dire, c'est en fait, c'est très facile de faire un test. À partir du moment où le logiciel vous renvoie une p-value, comme il le fait ici, dans ces cas-là, vous pouvez toujours faire un test pour tester à peu près n'importe quoi, y compris des choses potentiellement un peu plus compliquées que ce qu'on avait l'habitude de voir. Okay, donc, on avait fait des tests de moyenne, des tests de variance, mais en fait, on peut tester n'importe quoi. Okay, ce qu'il faut juste, c'est que quelqu'un ait réfléchi à la question, on vous propose un test. À partir du moment où il a été programmé, généralement, il va toujours vous renvoyer ça. La seule difficulté pour le lire, c'est de comprendre ce que c'est que H0. Voilà. Est-ce que c'est une loi normale ou pas? Est-ce que c'est des variables indépendantes ou pas? Est-ce que des variables corrélées? Est-ce que c'est des variables qui vérifient des propriétés? Et donc, la grande question, c'est est-ce que ça suit ou est-ce que ça ne suit pas, en fait? L'hypothèse qui nous intéresse. Okay. Il s'avère que dans le cas ici, pour les tests d'adéquation, c'est oui, l'hypothèse H0, c'est qu'on vérifie la loi pour laquelle on fait le test. Et donc, si jamais vous avez une p-value qui dépasse 5%, dans ces cas-là, vous pouvez accepter l'hypothèse de modèle que vous aviez fait. C'est juste qu'il y a une petite subtilité de ce que c'est que H0 et H1. Il s'avère qu'ici, H0, c'est l'hypothèse de loi normale. OK. Et bien, l'avantage, c'est que ce test, je peux le généraliser. Ah, pardon. Je vais être obligé, j'ai perdu ma connexion. En fait, ce test-là, je peux le généraliser à plusieurs échantillons. C'est que pour le moment, on disait, j'ai un échantillon X et j'ai envie de savoir si jamais sa loi, c'est une certaine loi F0.
Et en fait, je peux le faire avec 2 échantillons. Et donc, de la même manière qu'on était passé de 1 à 2 échantillons sur les tests de normalité, enfin, pardon, les tests de moyenne ou les tests de variance, okay, je peux faire la même chose. Je peux me demander, est-ce que j'ai la même fonction de la partition? Donc, est-ce que fx et fy sont égales ou au contraire, est-ce qu'elles ne sont pas égales? Okay. Donc, le point de départ, c'est toujours pareil. J'ai 2 distributions, fx et fy. Et donc, je vais tout simplement me demander, est-ce que la distribution est la même? En fait, on adapte le test précédent et on va mesurer la distance entre les 2 fonctions de la partition empirique. Si je mets la distance est grande, dans ces cas-là, les 2 sont trop différentes et on va dire non, ils n'ont pas la même distribution. Okay. Si je mets cette distance est petite, dans ces cas-là, on va accepter. Et en fait, il s'avère que là aussi, cette loi, elle existe. On est capable de la caractériser. Et donc, si jamais ma statistique D dépasse le quantile de niveau 1 moins alpha associé à cette loi-là, qu'on va appeler loi du test de Kolmogorov-Smirnov, dans ces cas-là, on va rejeter notre hypothèse H0. Donc finalement, la logique, elle est vraiment toujours la même. Okay. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'il y a des grandeurs pour lesquelles, comme c'est des questions relativement importantes, les lois ont été étudiées, et donc on est capable de caractériser la loi. Et donc ça pour vous dire qu'en fait, cette loi ici, la loi de cette grandeur-là, si l'hypothèse H0 est vraie, on la connaît. Voilà. On est capable de le calculer. Donc je peux faire un test, par exemple. Est-ce que la taille des élèves, elle est la même? Okay, donc j'ai mes 2 variables, x et y. Donc on voit effectivement la taille des filles ici et la taille des garçons là. Est-ce que les 2 distributions sont identiques ou pas? Donc on peut mesurer la distance de Kolmogorov-Smirnov entre les 2. Alors elle est importante, mais ça c'est pas non plus un grand secret. C'est que si vous regardez ici, on a effectivement une distance qui est énorme. Okay. Le maximum qu'on arrive à atteindre, c'est 0,72. Okay. Donc on voit que sur les bords, effectivement, j'ai une distance qui est importante, mais pas tant que ça. Manifestement, c'est quelque part par ici qu'on l'atteint, puis ici, en fait, je me rapproche de ma borne sub. Donc, comme je suis borné à gauche et à droite, on voit où est-ce que se trouverait à peu près le maximum. Mais effectivement, c'est important, quoi. Une différence de 0,72, c'est relativement important. Et donc, pour lui, il n'y a pas de doute. Hein. On rejette le fait qu'ils ont la même distribution. Voilà. Donc, on pourrait aller un tout petit peu plus loin. On pourrait se poser des fois on pourrait... alors je reviens un tout petit peu là-dessus. Alors, en fait, si jamais M et N sont grands, on peut améliorer un tout petit peu ce test. En fait, le test, il est relativement simple, dans le sens où si jamais je me donne une statistique, plutôt un critère à 5%, dans ces cas-là, en fait, il n'y a pas besoin d'aller voir la tabulation de la loi. Et en fait, on a une valeur approchée de ce que ça devrait suivre. C'est 1,358 multiplié par cette racine carrée de nombre d'observations en X plus nombre d'observations en Y divisé par le produit des nombres d'observations. Okay. Manifestement, je ne vais pas beaucoup plus loin sur ces exemples. Mais voilà, sachez qu'il y a plein d'autres choses qui existent autour de ces distances de Kolmogorov-Smirnov. Juste une petite réflexion, l'histoire des 5%. En fait, si vous regardez ce qu'avait dit Fisher, il avait proposé un seuil. Donc, il avait dit, si jamais P est trop grand, c'est pas très malin. Si jamais c'est trop petit, ça marche pas très très bien. Et donc, prendre une valeur de l'ordre de 5%, c'est pas stupide. Voilà. C'est quelque chose qui a été écrit par Fisher et depuis, c'est devenu une espèce de dogme. C'est ce que je raconte ici dans ce slide. Je vous ai mis ici le dessin de XKCD, où effectivement, on voit que quand on tombe exactement sur 0,05, c'est-à-dire exactement 5%, on n'arrive pas à trancher. Et voilà, quand on est sur des valeurs qui sont plus petites, il n'y a pas de souci. Quand on est sur des valeurs qui sont plus grandes, il n'y a pas de souci. Il y a vraiment juste cette zone un peu intermédiaire. Alors, on voit quand même que dans la littérature, quand on est à 4%, assez souvent, on va affirmer qu'on a confiance. En fait, ce n'est pas si simple que ça. Okay. Cette région-là est un peu limite et pareil à droite. Donc, en fait, quand on est entre 4 et 6%, il faut faire un petit peu attention et voilà, éviter peut-être d'être un peu dogmatique sur l'utilisation de ces p-values. OK. Je propose qu'on s'arrête là sur les tests. J'ai l'impression d'avoir parlé pendant des heures et c'est sûrement pas loin d'être vrai. Donc, je vous ai mis pas mal de petits exercices. Je vous encourage à aller les voir tranquillement, qui sont tirés du livre de Christiane Simard de statistique. Hein, c'est un livre de collégial. Mais en fait, il y a des petits exemples rigolos, donc en particulier, voilà, qui revient sur comment est-ce qu'on fait pour poser nos hypothèses et qui propose des petits tests assez simples. Donc, vous allez retrouver en fait tous les tests qu'on avait vus. Puis, voilà, je vous propose des versions numériques de ces tests-là. Donc, on va un peu au-delà de la réponse toute simple. On essaye de le programmer, puis vous verrez un petit peu toutes les réponses. OK ?
Voilà. Donc, je vous laisserai regarder tranquillement ces différents tests. Voilà, je fais toutes sortes y compris les tests sur les données appareillées, tout ça. Enfin, voilà. Donc, je vais proposer qu'on s'arrête là. Voilà, on arrive typiquement à des exemples dont je parlais à la fin, qui est qu'on a une p-value qui est quasiment à 5%. Donc, voilà, on est en train de trancher on est vraiment on the edge. Et donc, c'est relativement compliqué. Mais voilà, voilà. Je vous ai en tout cas fait une espèce de panorama de ce qu'il y va y avoir sur les tests. Ce n'est pas complètement fini parce que je vais revenir un petit peu sur les proportions. Et on rediscutera un autre point, c'est le test du Ki2. Donc, le test du Ki2 est un autre test très important qui sera utilisé en particulier quand on est sur des données factorielles. Mais c'est l'objet d'une autre discussion. Donc, je vais m'arrêter là pour cette série de capsules un petit peu longue sur le test et je vous retrouve très bientôt.